Papa, enfin maman sera heureuse sans toi. Ces mots sont sortis de la bouche de ma fille aînée alors qu'elle trinquait au champagne, célébrant l'annonce du divorce. Les trois sautaient de joie dans mon propre salon comme si elle venait de gagner à la loterie. Je venais de perdre 28 ans de ma vie. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette car nous avons de nouvelles histoires tous les jours. Laissez votre like et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Javier Medina Ortega, j'ai 52 ans et jusqu'à il y a exactement 3 heures, je considérais que j'avais une famille. Je suis entrepreneur en construction civile, propriétaire de Medina Construction SA, une entreprise que j'ai fondée à partir de zéro il y a 30 ans, travaillant comme ouvrier sur des chantiers d'autrui jusqu'à devenir l'un des constructeurs les plus respectés de Madrid. Je gagne environ 250 000 € par an, ou je gagnais, parce que maintenant tout cela va changer de façon que même ma famille ne peut pas encore imaginer. Je suis rentré à la maison ce mardi 23 avril 2024 à 19h40. J'avais passé 5 jours à Séville à superviser la construction d'un complexe résidentiel d'une valeur de 12 millions d'euros. J'étais fatigué. Le trafic depuis l'aéroport de Barajas avait été un véritable enfer et tout ce que je voulais, c'était prendre une douche chaude, dîner tranquillement et dormir dans mon propre lit après près d'une semaine passée dans des hôtels avec une climatisation bruyante. Mais quand j'ai ouvert la porte de ma maison dans le quartier de Chamartin, une maison de 400 mètres carrés que j'ai achetée il y a 15 ans pour 600 000 €, j'ai trouvé une scène que je n'oublierai jamais de ma vie. Mon épouse Béatrice Navarro-Ruiz, 49 ans, était assise sur le canapé principal du salon, dans une posture rigide, presque cérémoniale. À ses côtés se trouvaient nos 3 filles, Sylvia, 26 ans et avocate fraîchement diplômée, Lorena, 24 ans et étudiante en 5e année de médecine, et Claudia, 23 ans et étudiante en administration des entreprises. Les 4 m'ont regardé quand je suis entré. Il n'y avait pas de sourire, pas de « bonjour papa » ou « bienvenue à la maison » typique. Juste un silence lourd et des regards que je n'ai pas pu déchiffrer à ce moment-là. « Assieds-toi, Javier » a dit Béatrice d'une voix que je ne reconnaissais pas, froide, distante, comme si elle parlait à un client dans un bureau et non à son mari de 28 ans. J'ai posé ma valise près de la porte et je me suis assis sur le fauteuil individuel en face d'elle. Mon cœur commençait à s'accélérer. Quelque chose n'allait pas, très mal. Après de nombreuses réflexions et conversations avec les filles, a commencé Béatrice en me regardant droit dans les yeux sans ciller, j'ai décidé que je voulais le divorce. Cela n'a aucun sens de continuer ainsi. Je ne suis pas heureuse, Javier. Je ne l'ai pas été depuis de nombreuses années. Le monde s'est arrêté. Aussi simple que ça. 28 ans de mariage, 3 filles, une maison, des souvenirs, des voyages, des Noëls, des anniversaires, tout réduit à « je ne suis pas heureuse ». Dit avec la même émotion que quelqu'un qui annonce qu'il va changer de marque de café. J'ai attendu que mes filles disent quelque chose, qu'elles protestent, qu'elles montrent au moins de la surprise ou de l'inquiétude. J'avais tort, complètement tort. Sylvia a été la première à parler. C'est mieux pour tout le monde, papa. Maman mérite d'être heureuse. Il est temps qu'elle pense à elle-même pour une fois dans sa vie. Lorena a hoché la tête avec une énergie exagérée. Oui, papa. Tu as toujours été si absent, si concentré sur le travail. Maman a tout sacrifié pour nous pendant que tu construisais des bâtiments et gagnais de l'argent. Et puis Claudia, ma petite, la plus jeune, celle qui m'appelait son héros quand elle était petite, a lâché la bombe qui m'a vraiment détruit. Papa, enfin maman sera heureuse sans toi. Elle s'est levée du canapé, a marché vers la cuisine et est revenue avec une bouteille de champagne bon marché, que j'ai immédiatement reconnue car je l'avais moi-même achetée au supermarché la semaine précédente, pensant célébrer mon 53e anniversaire le mois prochain. Elle a débouché la bouteille avec un bruit qui a résonné dans mes oreilles comme un coup de feu. Elle a servi 4 verres et les a distribués entre elles, Béatrice, Sylvia et Lorena. Pour maman, a crié Claudia en levant son verre avec un grand sourire. Pour sa liberté, pour sa nouvelle vie. Pour maman, ont répété Sylvia et Lorena à l'unisson, en choquant leurs verres avec un bruit exagéré. Les 3 sautaient, littéralement, sautaient de joie dans mon salon comme des adolescentes à un concert. Béatrice n'a pas sauté, mais elle souriait, un petit sourire satisfait, victorieux. Et je suis resté là, assis avec ma valise toujours près de la porte, avec mes vêtements sales après 5 jours de travail intense, regardant ma famille célébrer ma destruction comme si c'était le nouvel an. Je n'ai rien dit, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je me suis simplement levé,
j'ai pris ma valise et j'ai monté les escaliers vers la chambre d'amis au 2e étage. J'ai fermé la porte à clé. Je me suis assis sur le lit et finalement, après 30 minutes à regarder le mur blanc, j'ai senti quelque chose en moi se briser de manière définitive et irréparable. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Non pas par tristesse, mais parce qu'un plan a commencé à se former dans mon esprit. Pendant toute la nuit, dans cette chambre d'amis, mon esprit a commencé à repasser chaque année, chaque moment, chaque sacrifice que j'avais fait pour cette famille qui maintenant trinquait à mon départ de leur vie. J'ai rencontré Béatrice en 1996. J'avais 24 ans et je venais de décrocher mon premier contrat important en tant que sous-traitant indépendant pour rénover un bâtiment historique dans le centre de Madrid. Elle travaillait comme infirmière dans une clinique privée de rééducation dans le nord de la ville. Nous avons été présentés par un ami commun lors d'un dîner décontracté. Béatrice était belle, avec ce genre de beauté classique espagnole. Cheveux noirs ondulés, yeux foncés, sourire qui semblait sincère à l'époque. Je suis tombé amoureux comme un idiot, ou du moins, c'est ce que je pensais. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie en février 1997. Je gagnais 40 000 € par an, assez pour louer un appartement décent de 70 mètres carrés à Tétuan. Béatrice a quitté son travail lorsqu'elle est tombée enceinte de Sylvia, à peine 2 mois après le mariage. Je veux me consacrer entièrement à notre bébé, m'a-t-elle dit avec tendresse, en caressant mon visage. J'ai accepté sans poser de questions. Je voulais être le pourvoyeur parfait, le mari parfait, le père parfait. Sylvia est née en novembre 1997. Je me souviens l'avoir tenue pour la première fois à l'hôpital Gregorio Maranon, avec ses 3,2 kg, pleurant avec une force inhabituelle pour un nouveau-né. Je pensais qu'elle était parfaite. Ma fille, mon sang. Quel idiot j'ai été. Lorena est arrivée 23 mois plus tard, en octobre 1999, et Claudia est née en mars 2002. 3 grossesses en 5 ans. Béatrice insistait pour avoir une grande famille. Les enfants ont besoin de frères et sœurs pour ne pas grandir seuls, répétait-elle constamment. Je travaillais comme un animal pour maintenir ce rêve en vie, et croyez-moi, j'ai travaillé. Je commençais ma journée à 6 heures du matin tous les jours, y compris le samedi. Je supervisais les chantiers, négociais avec les fournisseurs, révisais les budgets, me battais avec les clients exigeants, résolvais les problèmes de permis municipaux. Je rentrais à la maison après 21 heures, parfois même plus tard. Je dînais ce que Béatrice avait laissé au micro-ondes, voyais mes filles déjà endormies dans leur chambre et tombais épuisées dans mon lit pour répéter le cycle le lendemain. Les week-ends, je visitais des chantiers supplémentaires ou gérais des urgences. C'est temporaire, me disait Béatrice quand j'exprimais ma culpabilité de ne pas passer de temps avec les filles. Tu construis notre avenir, Ravière. Elles comprendront quand elles grandiront. Je m'occupe de tout ici à la maison. Et elle s'en est occupée. Elle s'est vraiment occupée de façonner 3 filles qui ont appris dès leur plus jeune âge que papa était l'homme qui signait les chèques, mais n'était jamais au spectacle scolaire, aux anniversaires, aux dîners de famille importants. Je me souviens d'un jour précis en juin 2007. Sylvia avait 10 ans et participait à une pièce de théâtre scolaire où elle jouait une princesse. Elle avait répété pendant des semaines et m'avait supplié d'y assister. Papa, s'il te plaît, tous les papas seront là. S'il te plaît, viens. Je lui ai promis d'y aller. J'ai bloqué cet après-midi dans mon agenda avec de l'encre rouge, mais le propriétaire d'une grande entreprise de construction m'a appelé le matin même, m'offrant une réunion urgente pour discuter d'un contrat de 8 millions d'euros. 8 millions. Je ne pouvais pas refuser. J'ai appelé Béatrice depuis la voiture. Dis à Sylvia que je suis vraiment désolé. Je ferai la pièce en privé pour nous à la maison ce week-end. J'achèterai des costumes et tout. Ne t'inquiète pas, chérie, a répondu Béatrice d'une voix compréhensive que je reconnais maintenant comme une manipulation parfaite. Je serai là. Toi, concentre-toi sur ce contrat. C'est notre avenir. J'ai décroché le contrat. J'ai gagné ces 8 millions. Mais quand je suis rentré à la maison ce soir-là avec des fleurs et des chocolats chers pour Sylvia, elle m'a à peine regardé. Maman a dit que ton travail est plus important que moi. C'est bon, papa. Je le sais déjà. Mon cœur s'est brisé. J'ai essayé d'expliquer, de l'embrasser, mais elle s'était déjà éloignée émotionnellement. Béatrice m'a serré dans ses bras cette nuit-là en me disant « Ce n'est pas ta faute, mon amour.
C'est difficile pour les filles de comprendre que tout ce que tu fais est pour elles. Pour elles. Ça a toujours été pour elles, ou du moins c'est ce que je croyais. J'ai acheté la maison de Chamartin en 2009 pour 600 000 € avec l'argent que j'avais gagné en construisant des bâtiments de mes propres mains, en négociant jusqu'au dernier euro de chaque contrat. Béatrice a choisi chaque meuble, chaque rideau, chaque lampe. J'ai dépensé 200 000 € supplémentaires en décoration. Les filles méritent de grandir dans une belle maison, disait Béatrice. Je leur ai payé des écoles privées qui coûtaient 15 000 € par an par enfant, soit 45 000 € chaque année juste pour l'éducation. Des voyages à Londres, Paris, Rome pendant les vacances d'été, des cours de piano, de ballet, de tennis, d'anglais, de français, des vêtements de marque. Des téléphones portables de dernière génération dès l'âge de 13 ans. Quand Sylvia est entrée à l'université pour étudier le droit, je lui ai acheté un appartement de 100 mètres carrés à Malazana pour 320 000 €. Ainsi, elle ne perdra pas de temps dans les transports en commun, ai-je justifié auprès de mes associés qui me prenaient pour un fou. J'ai fait de même avec Lorena quand elle a commencé la médecine, un appartement de 90 mètres carrés à Arguelles pour 290 000 €, et Claudia a reçu son propre espace de 80 mètres carrés à Lavapié pour 240 000 € quand elle a commencé l'université. 850 000 € en propriété pour 3 filles qui célébraient maintenant mon départ de leur vie. Mais ce qui me détruisait vraiment cette nuit-là dans la chambre d'amis, ce n'était pas l'argent, c'était de me souvenir de chaque fois où j'avais essayé de me connecter avec elles et où j'avais rencontré le rejet. Chaque fois que je les avais invitées à dîner et qu'elles avaient dit être occupées avec des amis. Chaque fois que j'avais posé des questions sur leurs études et qu'elles avaient répondu par des monosyllabes ennuyés. Chaque fois que Béatrice était intervenue en disant « Laisse-les tranquilles, Ravière. Elles sont jeunes, elles ont besoin de leur espace. » Des années plus tard, je comprendrais que Béatrice avait construit ce mur entre mes filles et moi depuis le début, chaque commentaire subtil. Chaque fois qu'elle leur disait que papa était trop occupé pour elle, chaque fois qu'elle minimisait mes efforts et amplifiait les siens. Cette nuit-là, allongée sur ce lit qui sentait le désinfectant et l'abandon, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Je ne connaissais pas vraiment ces 3 femmes que j'appelais mes filles. Je ne savais pas leurs films préférés, leurs peurs profondes, leurs rêves réels. Je savais seulement combien elles coûtaient. Et puis est venu le souvenir le plus dévastateur de tous. Il y a 3 ans, lors d'un dîner de Noël en 2021, Lorena avait dit négligemment en coupant la dinde, « Papa, toi et moi ne nous ressemblons pas du tout physiquement. » J'ai tout pris de maman. Sylvia et Claudia ont ri. C'est vrai, nous sommes toutes les 3 des clones de maman. Papa n'a laissé aucun gène visible. Béatrice a souri et m'a caressé la main par-dessus la table. Les filles ont hérité de la beauté de ma famille, mais elles ont ton intelligence et ta détermination, mon amour. À ce moment-là, je l'ai pris comme un compliment, comme un réconfort affectueux. Maintenant, dans cette pièce sombre, ces mots résonnaient avec un sens complètement différent. J'ai regardé l'horloge. Il était 4h37 du matin, le 24 avril. En bas, dans le salon, ma famille dormait tranquillement après avoir célébré ma destruction. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai cherché sur Google test de paternité Madrid urgent, discret. Il était temps de découvrir la vérité. Mais avant de vous raconter ce que j'ai découvert, je dois remonter 2 mois en arrière, car la vérité est que cette recherche sur Google à 4h du matin n'était pas ma première suspicion, c'était la confirmation de quelque chose qui était enfoui dans mon subconscient depuis le 14 février 2024. La Saint-Valentin. Quelle ironie. Ce jour-là, je suis arrivé tôt au bureau, vers 7h30 du matin. Ma secrétaire, Carmen, n'était pas encore arrivée. J'ai allumé les lumières, préparé du café dans la machine que je gardais dans mon bureau privé et je me suis assis pour consulter les courriels accumulés du week-end. Il y avait 27 messages non lus, la plupart du spam ou des notifications automatiques de fournisseurs. Puis la sonnette de la porte principale a retenti. Étrange, car normalement le bâtiment ne reçoit pas de visite avant 8h30. Je suis descendu, pensant que c'était peut-être un travailleur confus ou une livraison urgente. Il n'y avait personne, juste une enveloppe blanche ordinaire posée contre la porte vitrée, sans expéditeur, sans nom de destinataire, simplement une enveloppe blanche de taille standard que quelqu'un avait laissée là délibérément. Je l'ai ramassée, sentant quelque chose d'étrange dans mon estomac, ce genre de sensation instinctive qui vous avertit quand quelque chose de dangereux est sur le point d'entrer dans votre vie. Je suis monté à mon bureau,
J'ai fermé la porte à clé et j'ai ouvert l'enveloppe avec un coupe-papier en métal que mes associés m'avaient offert il y a des années. À l'intérieur, il y avait une feuille imprimée sur un ordinateur ordinaire, police Arial, taille 12, sans signature. Le message était direct et brutal. Monsieur Medina, les filles que vous appelez vos filles ne partagent pas votre sang. Béatrice vous a trompé depuis le début. Faites des tests ADN avant qu'il ne soit trop tard. Un ami qui connaît la vérité. J'ai lu ces mots 5 fois de suite, puis 10. Puis j'ai perdu le compte. Ma première réaction a été la rage. Quelqu'un jouait un sale tour, un concurrent rancunier essayant de me déstabiliser psychologiquement avant un appel d'offres important que j'avais prévu pour mars, ou peut-être un ex-employé licencié cherchant une vengeance stupide. Madrid est pleine de gens misérables qui aiment semer la discorde. J'ai déchiré la lettre en petits morceaux et je l'ai jetée à la poubelle. Problème résolu. Mais cette nuit-là, quand je suis rentré à la maison et que j'ai vu Béatrice préparer le dîner en fredonnant une vieille chanson d'Alejandro Sanz, quelque chose en moi restait inquiet. J'ai observé son profil depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, son nez légèrement retroussé, ses pommettes hautes, son menton pointu, des traits distinctifs. Puis j'ai regardé les photos de famille accrochées dans le couloir. Sylvia a 16 ans, diplômée de l'école. Lorena a 14 ans, célébrant son anniversaire. Claudia a 12 ans, lors de notre dernier voyage à Majorque. Les trois avaient exactement le même nez que Béatrice. Les mêmes pommettes, le même menton, même la même forme d'oreille légèrement écartée de la tête. J'ai un nez droit et large, des pommettes plates, un menton carré, des oreilles collées au crâne. Rien de moi n'était visible sur ces trois visages que j'avais considérés pendant des années comme des copies féminines de ma lignée. C'est normal, me suis-je dit cette nuit-là, allongé à côté de Béatrice. La génétique est capricieuse. Parfois, les enfants ressemblent plus à un parent qu'à l'autre. Cela ne signifie rien. Mais la graine du doute avait déjà été plantée. 3 jours plus tard, le 17 février, j'étais en train de passer en revue de vieux documents dans le sous-sol, cherchant des factures d'impôts en retard, quand j'ai trouvé une boîte en carton cachée derrière une étagère métallique. La boîte était fermée avec du ruban adhésif renforcé et portait l'inscription au marqueur noir, « Privé, ne pas toucher ». L'écriture était celle de Béatrice. Je reconnaîtrais son écriture n'importe où. Pendant 10 minutes, je suis resté à regarder cette boîte, me demandant si je devais l'ouvrir. Envahir sa vie privée semblait être une trahison matrimoniale, mais cette lettre anonyme continuait de résonner dans ma tête comme une cloche insistante. J'ai déchiré le ruban adhésif. À l'intérieur, il y avait des photographies, des dizaines de photographies de Béatrice jeune, probablement du milieu des années 90. Sur la plupart, elle apparaissait avec un homme qui n'était pas moi, un type grand, mince, avec des tatouages visibles sur les 2 bras, des cheveux rasés à la militaire, un sourire arrogant. Sur plusieurs photos, ils étaient intimement enlacés. Sur d'autres, ils l'embrassaient dans le cou. Sur une photo particulièrement troublante, Béatrice avait la main posée sur le ventre avec un geste protecteur tandis que le type souriait en regardant son ventre. Elle était enceinte sur cette photo, et ce n'était pas mon enfant. J'ai vérifié les dates écrites au dos de certaines images avec un stylo bleu décoloré. Août 1997. Septembre 1997. Novembre 1997. 2 semaines avant la naissance. Sylvia est née en novembre 1997. Nous nous sommes mariés en février de la même année. Cela signifiait que Béatrice était déjà enceinte quand elle m'a rencontré, ou pire encore, qu'elle est tombée enceinte d'un autre homme presque immédiatement après s'être mariée avec moi. J'ai continué à examiner d'autres photos du même type avec Béatrice à différents moments. Juin 1999. Octobre 1999. Lorena est née en octobre 1999. Et finalement, janvier 2002. Mars 2002, hôpital. Claudia est née en mars 2002. Les trois enceintes, les trois avec ce même homme sur les photographies. Un homme que je n'avais jamais vu de ma vie jusqu'à ce moment dans le sous-sol. J'ai cherché d'autres preuves. Au fond de la boîte, j'ai trouvé une note manuscrite sur du papier jauni. L'écriture était masculine, grossière, avec des fautes d'orthographe évidentes. Vois, je ne peux pas être père maintenant. J'ai de graves problèmes à résoudre. Fais ce que tu as à faire. Je te chercherai quand je sortirai de ce pétrin. R.
Une simple initiale. Une signature lâche. J'ai tout photographié avec mon téléphone portable, chaque image, chaque note, chaque date. Puis j'ai refermé la boîte exactement comme je l'avais trouvée, avec du nouveau ruban adhésif que j'ai acheté dans une quincaillerie voisine pour qu'elle semble intacte. Cette nuit-là, j'ai dîné avec ma famille en feignant une normalité absolue. Béatrice a parlé de son cours de yoga. Sylvia a mentionné une affaire juridique ennuyeuse dans son cabinet. Lorena s'est plainte d'examens difficiles à la faculté. Claudia a montré des photos d'un voyage qu'elle prévoyait avec des amis à Ibiza. J'ai acquiescé, souri, posé des questions appropriées, mais à l'intérieur, j'avais l'impression de dîner avec des étrangers. Après cette nuit-là, j'ai commencé à remarquer des détails que j'avais ignorés auparavant. Claudia a mentionné négligemment pendant le petit déjeuner, une semaine plus tard, que son groupe sanguin était au négatif. Béatrice est également au négatif. Je suis A positif. Génétiquement, il est presque impossible qu'une femme au négatif et moi ayons une fille au négatif. J'ai cherché des informations médicales sur Internet. Les probabilités étaient pratiquement nulles. J'ai subtilement confronté Béatrice, lui demandant si elle se souvenait bien du groupe sanguin de Claudia. Oui, mon amour, elle est au négatif comme moi. Les médecins ont dit qu'elle avait complètement hérité de mon sang, a-t-elle souri sans culpabilité apparente. Au cours des semaines suivantes, j'ai observé davantage la façon dont Béatrice détournait les conversations quand je posais des questions sur nos premières années ensemble. Comment elle changeait rapidement de sujet si je mentionnais des dates spécifiques de grossesse. La manière dont les filles ne montraient jamais de curiosité pour ma famille élargie, mais connaissaient chaque détail de la famille de Béatrice. La lettre anonyme ne semblait plus absurde. Elle semblait être un avertissement désespéré de quelqu'un qui connaissait la vérité et avait finalement décidé de me libérer du mensonge. Puis est arrivé ce 23 avril, l'annonce du divorce, la célébration obscène et moi prenant la décision finale de confirmer ce que mon cœur savait déjà. Le 25 avril, à peine 48 heures après l'annonce du divorce, j'ai engagé un détective privé. Je n'ai pas cherché sur Internet ni demandé de recommandations qui auraient pu laisser des traces. J'ai appelé mon avocat Thomas Herrerail, un ami depuis l'université, et je lui ai demandé le contact le plus discret qu'il connaisse. Problèmes conjugaux, a demandé Thomas d'un ton prudent. Quelque chose comme ça, ai-je répondu sans donner de détails. J'ai besoin d'une enquête sensible. Confidentialité absolue. Thomas m'a donné le numéro d'Hector Campos, un détective privé avec 20 ans d'expérience dans les cas d'infidélité et de fraude familiale. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café à Carabanchel, loin de ma zone habituelle. Hector avait 58 ans, une carrure robuste, les cheveux gris coupés très courts et un regard perçant qui semblait capable de détecter les mensonges à 3 mètres de distance. Nous nous sommes assis à une table isolée au fond. J'ai commandé un café noir, lui un thé noir sans sucre. Je lui ai tout raconté. La lettre anonyme du 14 février, les photographies du sous-sol, les incohérences sanguines, l'annonce du divorce et la célébration grotesque de mes propres filles. Hector a écouté sans m'interrompre, prenant de brèves notes dans un petit carnet en cuir marron. J'ai besoin de tests ADN, ai-je conclu. Des 3 filles comparées à moi et j'ai besoin de savoir qui est l'homme sur les photographies. Hector a fermé son carnet et m'a regardé droit dans les yeux. Monsieur Medina, comprenez que ce que nous découvrirons peut changer votre vie complètement. Êtes-vous préparé à cette possibilité? C'est déjà changé, ai-je répondu. Je veux juste confirmer la vérité. Il m'a expliqué le processus. Pour les tests ADN, il avait besoin d'échantillons biologiques des 3 filles sans qu'elles le sachent. Des cheveux avec leurs racines, de la salive sur des objets personnels ou des brosses à dents feraient l'affaire. Il avait également besoin de mon propre échantillon. Évidemment, l'analyse prendrait entre 10 et 15 jours ouvrables selon le laboratoire. Je facture 5 000 € d'avance, a dit Hector. Cela inclut les tests ADN dans un laboratoire certifié, une enquête de base sur le sujet des photographies, si vous me fournissez des images claires, et un rapport détaillé par écrit. Toute enquête supplémentaire sera facturée séparément. J'ai accepté immédiatement. 5 000 € était une bagatelle comparée aux millions que j'avais dépensés pour élever des filles qui n'étaient peut-être même pas les miennes. Le problème était d'obtenir les échantillons. Sylvia, Lorena et Claudia vivaient dans leurs appartements respectifs depuis des années. Elles visitaient rarement la maison familiale et, après l'annonce du divorce, elles avaient encore moins de raisons d'apparaître.
Mais le hasard a joué en ma faveur. Le 1er mai, jour de la fête du travail, Béatrice a organisé un déjeuner de famille pour discuter des termes du divorce civilisé. Traduction, elle voulait s'assurer que je signe rapidement les papiers sans causer de problème. Les trois sont arrivés ensemble vers midi. Béatrice avait préparé une paella valencienne, le plat préféré de Sylvia. Tout était si hypocritement familier que cela me donnait la nausée. Pendant le déjeuner, j'ai feint la résignation. J'ai acquiescé quand Béatrice a expliqué que son avocat préparait déjà les documents de séparation des biens. J'ai souri légèrement quand Claudia a mentionné qu'elle avait trouvé un appartement moins cher pour Béatrice à Valca. J'ai même trinqué avec de l'eau minérale quand Lorena a proposé de terminer cela sans drame car nous sommes tous des adultes. Mais pendant qu'elle conversant joyeusement de l'avenir sans moi, j'exécutais mon plan. Après le déjeuner, tandis que Béatrice servait le dessert dans la cuisine et que les filles bavardaient dans le salon, je suis monté rapidement au 2e étage, sous prétexte de chercher des documents. Je suis entré dans la salle de bain qu'elles avaient utilisée. Dans la corbeille, j'ai trouvé un mouchoir en papier usagé par Lorena, qui avait des traces visibles de rouge à lèvres et probablement de salive. Je l'ai mis dans un petit sac en plastique que j'avais dans ma poche. Je suis descendu et j'ai attendu une opportunité. Une demi-heure plus tard, Sylvia est montée à la même salle de bain. Quand elle est descendue, j'ai répété l'opération. Cette fois, j'ai trouvé de longs cheveux noirs sur la brosse que nous gardions pour les visites. Je les ai soigneusement rangés, m'assurant qu'ils avaient une racine folliculaire visible. Claudia a été plus difficile. Elle a utilisé la salle de bain du rez-de-chaussée où elle n'avait rien laissé d'utile, mais elle a commis une erreur cruciale. Elle a demandé un verre d'eau et l'a laissé sur la table basse avec une marque de lèvres claire sur le bord. Quand elles sont toutes parties 20 minutes plus tard, j'avais ce verre enveloppé dans du papier absorbant, dans un sac hermétique. J'ai contacté Hector la nuit même. Nous nous sommes rencontrés le 3 mai dans un parking souterrain d'un centre commercial à Pozuelo. Je lui ai remis les 3 échantillons clairement étiquetés, plus mon propre échantillon de salive que j'avais recueilli sur un coton-tige spécial qu'il m'avait donné. Résultat dans 2 semaines maximum, a promis Hector en rangeant tout dans une mallette thermique. Je vous appellerai personnellement dès qu'ils seront prêts. Ces 2 semaines furent les plus longues de mon existence. Je continuais à vivre dans la maison avec Béatrice, qui se montrait étrangement prévenante envers moi. Elle préparait mes plats préférés. Elle posait des questions sur mon travail avec un intérêt fin. Elle a même tenté d'engager des conversations sur le maintien d'une relation amicale après le divorce pour le bien des filles. J'acquiesçais, souriais, feignais la coopération, mais chaque nuit, dans cette chambre d'amis, j'enquêtais de mon côté en utilisant les photographies que j'avais trouvées dans le sous-sol. J'ai pris l'image la plus claire de l'homme mystérieux et j'ai utilisé un logiciel de reconnaissance faciale de base disponible en ligne. Il n'a pas donné de résultats concrets, mais j'ai observé des détails. Un tatouage spécifique sur son avant-bras droit ressemblait à un serpent enroulé autour d'une dague. Un tatouage sur le cou gauche montrait les initiales RL en écriture gothique, une cicatrice visible au-dessus du sourcil droit. Finalement, le 14 septembre 2024, mon téléphone a sonné à 11h40 du matin, un numéro inconnu. Monsieur Medina, c'est Hector Campos. J'ai les résultats. Nous devons nous rencontrer aujourd'hui même. Le ton de sa voix m'a tout dit avant qu'il ne prononce un mot de plus. Nous nous sommes rencontrés dans le même café de Carabanchel à 15h. Hector portait une grosse enveloppe en papier craft. Il la posa sur la table entre nous sans rien dire au début. C'est à quel point c'est mauvais, ai-je demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne car elle était trop froide, trop contrôlée. Hector prit une profonde inspiration. Monsieur Medina, les 3 tests ADN confirment 0 compatibilité génétique entre vous et les filles. 0%. Il n'y a aucune possibilité statistique que vous soyez le père biologique d'aucune d'entre elles. Le monde s'est arrêté. Je savais que c'était possible. J'attendais même cette réponse, mais l'entendre à voix haute, avec une certitude scientifique absolue, était complètement différent. J'ai aussi enquêté sur les photographies que vous m'avez fournies, a poursuivi Hector en ouvrant l'enveloppe. Il a sorti plusieurs feuilles imprimées. Le sujet des images s'appelle Ricardo Lopez Santos, actuellement âgé de 50 ans. Et c'est là que la situation se complique considérablement. Il m'a montré la première feuille, une photo d'identité judiciaire. Le même homme des photos du sous-sol, mais 10 ans plus vieux, avec un regard endurci et un numéro d'identification pénitentiaire visible sous son visage.
Ricardo Lopez Santos purge une peine de 40 ans de prison à Soto del Real pour homicide volontaire aggravé, a expliqué Hector d'un ton professionnel. Il a été condamné en juillet 2003 pour avoir assassiné à coups et à coups de couteau un rival de trafic de drogue à Barcelone. Le crime s'est produit lors d'une dispute concernant une dette de 80 000 € liée à la cocaïne. J'ai senti mon estomac se contracter violemment. Non seulement j'avais élevé des filles qui n'étaient pas les miennes, j'avais élevé les filles d'un assassin condamné. Hector a continué à sortir des documents de l'enveloppe comme s'il révélait des couches progressives d'un cauchemar, des coupures de journaux jaunis, des transcriptions judiciaires, des rapports pénitentiaires. Chaque papier était un nouveau coup de poignard à ce qu'il restait de ma raison. Le crime s'est produit le 19 juin 2003 dans un entrepôt abandonné du quartier de Sang à Barcelone, a lu Hector d'un des rapports. Ricardo Lopez a rencontré la victime, un certain Ernesto Campos Duran, pour récupérer une dette liée à un envoi de drogue que Campos aurait perdu. Selon des témoins qui ont déposé au procès. La discussion a rapidement dégénéré. Lopez a sorti un couteau automatique de 20 cm et a attaqué Campos à plusieurs reprises. Hector a fait une pause délibérée avant de continuer. Le rapport médico-légal a enregistré 17 blessures par arme blanche. 17, Monsieur Medina, 9 dans le torse, 5 dans le cou, 3 au visage. Le procureur a soutenu qu'il s'agissait d'un assassinat avec préméditation et cruauté. Lopez a été condamné à 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé un minimum de 20 ans de sa peine, ce qui serait en 2023. Attendez, ai-je interrompu en calculant. Cela signifie qu'il aurait déjà pu sortir, n'est-ce pas? Non, a précisé Hector. Lopez a eu de multiples incidents disciplinaires en prison, des bagarres avec d'autres détenus, la possession d'objets interdits, la participation à une petite mutinerie en 2011. Chaque incident a ajouté des années supplémentaires à sa peine minimale. Selon les registres mis à jour, il ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 2043, lorsqu'il aura 67 ans. Cela signifiait que ce monstre était encore enfermé pour 19 ans de plus. Un maigre réconfort, étant donné que ces gènes couraient dans les veines des 3 femmes que j'avais élevées, pensant qu'elles étaient mon héritage. Hector a sorti une autre photo. Celle-ci montrait Ricardo plus jeune, probablement du milieu des années 90. Il portait un uniforme blanc de patient psychiatrique ou de rééducation. C'est là que ça se connecte avec votre épouse, a expliqué Hector en montrant l'image. Ricardo Lopez Santos est entré à la clinique de réadaptation San Jerónimo à Alcobendas le 23 mars 1996. Traitement pour dépendance à la cocaïne et à l'héroïne. Il est resté interné 4 mois, jusqu'en juillet de la même année. Béatrice Navarro Ruiz y travaillait comme infirmière de nuit. Bien sûr, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Béatrice ne m'avait jamais raconté de détails spécifiques sur son travail dans cette clinique. Elle disait toujours que c'était trop déprimant d'en parler quand je posais des questions. Maintenant, je comprenais pourquoi. J'ai le témoignage d'une ancienne collègue de Béatrice qui travaillait dans la même clinique, a poursuivi Hector en me tendant une transcription d'entretien. Une femme nommée Nuria Iglesias Campos, maintenant à la retraite, a confirmé que Béatrice et Ricardo avaient eu une romance intense pendant son séjour là-bas, apparemment contre toutes les réglementations de la clinique. Mais Béatrice était très discrète. Nuria n'a appris la chose que parce qu'elle les a vus s'embrasser dans la salle de fourniture un matin. J'ai lu la transcription, les mains tremblantes. Les mots de Nuria étaient d'une spécificité dévastatrice. Béatrice était obsédée par Ricardo. Elle disait qu'il était incompris. Que sa dépendance venait d'une enfance traumatisante. Tous ces clichés psychologiques que les jeunes infirmières croient parfois. Je l'avais averti que ce type était dangereux. Il avait des antécédents violents même avant le meurtre. Mais elle n'écoutait pas. Quand il est sorti de la clinique en juillet, elle a continué à le voir en secret. Elle a continué à le voir jusqu'à quand, ai-je demandé à Hector, bien que je connaisse déjà la réponse. D'après les dates des photographies que vous avez trouvées et les dates de naissance des filles, j'estime qu'ils ont maintenu un contact romantique intermittent de juillet 1996 jusqu'à environ avril ou mai 2002, a répondu Hector en consultant ses notes. C'est presque 6 ans, bien plus qu'une simple aventure. 6 ans, pendant lesquels Béatrice est tombée enceinte 3 fois du même délinquant et, à un moment donné de cette période, a décidé qu'elle avait besoin d'un soutien financier pour ses enfants, car Ricardo ne pouvait évidemment pas assurer de stabilité. C'est là que je suis entré, l'ingénu Javier Medina,
travailleur honnête, avec des revenus stables et des ambitions entrepreneuriales, l'idiot parfait pour le rôle de père de substitution. Quand m'a-t-elle rencontré exactement, ai-je demandé, plus à moi-même qu'à Hector. Il sembla comprendre la question. Selon l'enquête de base que j'ai menée sur vos antécédents, vous et Béatrice vous êtes rencontrés en décembre 1996. Vous vous êtes mariés en février 1997 et Sylvia est née en novembre de la même année. Correct? J'ai acquiescé. Cela signifie que Béatrice était déjà enceinte lorsque vous l'avez rencontrée ou qu'elle est tombée enceinte immédiatement après. Étant donné que le père biologique est Ricardo Lopez et qu'elle continuait à le voir selon le témoignage de Nuria. Il est fort probable qu'elle était déjà enceinte et qu'elle vous a cherché spécifiquement comme solution. Les mots tombèrent comme des blocs de ciment. Béatrice n'était pas tombée amoureuse de moi. Elle ne m'avait même pas choisi par véritable attraction. J'étais une stratégie de survie. Un plan B. Un gilet de sauvetage économique pour les enfants d'un autre. Pourquoi 3 grossesses, ai-je demandé, confus. Si elle m'avait déjà comme pourvoyeur après la première, pourquoi continuer à prendre des risques avec 2 autres? Hector haussa les épaules. Seule elle peut répondre à cela. Mais en me basant sur les profils psychologiques de cas similaires que j'ai traités. Certaines femmes maintiennent une relation émotionnelle avec leur amant tout en extrayant des ressources financières de leur mari légal. C'est un schéma plus courant qu'on ne le pense. Il me montra d'autres documents, des rapports de visite pénitentiaire à Ricardo Lopez depuis son incarcération en 2003. Je vérifiai la liste des visiteurs autorisés. Je ne trouvais le nom de Béatrice nulle part. Elle ne l'a jamais visité après son arrestation, confirma Hector, ce qui est logique. À ce moment-là, elle avait déjà 3 filles, un mari établi, une vie confortable. Visiter un assassin condamné en prison aurait tout ruiné. Elle l'a simplement abandonné et a continué sa farce. Farce. 28 ans de farce matrimoniale. 3 filles qui partageaient les gènes d'un homicide violent et d'une mère manipulatrice, mais aucune trace de mon ADN. Y a-t-il autre chose, ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de vouloir savoir. Hector sortit un dernier document, un ancien certificat médical de la clinique San Geronimo, daté d'août 1996. J'ai trouvé ça dans des archives qui auraient techniquement déjà dû être détruites, mais la vieille clinique n'a jamais complètement numérisé ses registres avant de fermer en 2005, expliqua-t-il. C'est une demande de test de grossesse faite par Béatrice Navarro pour elle-même. Date, 28 août 1996. Résultat, positif. Août 1996. 4 mois avant qu'elle ne me rencontre soi-disant par hasard lors de ce dîner. Ce n'était pas un hasard. Rien n'était un hasard. Tout était calculé depuis le début. Je suis sorti du café de Carabanchel avec l'enveloppe en papier craft sous le bras et une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des mois. La rage initiale s'était transformée en quelque chose de bien plus dangereux, une détermination froide et absolue. Le même après-midi, le 16 septembre 2024, j'ai appelé Thomas Herrera depuis ma voiture, garée dans un centre commercial au hasard. Je ne voulais pas risquer que Béatrice entende la conversation depuis la maison. Thomas, j'ai besoin de ton aide urgente, non pas pour le divorce, mais pour quelque chose de bien plus grand. Nous nous sommes donné rendez-vous à son bureau à 20h, lorsque son personnel serait déjà parti. Je suis arrivé avec l'enveloppe complète d'Hector, plus mes propres photographies du sous-sol. Thomas a fermé les stores de son bureau et éteint son téléphone portable avant de s'asseoir. Je lui ai tout montré. Les résultats ADN, le casier judiciaire de Ricardo Lopez, les vieilles photos, le certificat de grossesse d'août 96. Thomas a lu chaque document en silence absolu. Son visage, normalement jovial, s'est durci progressivement. Fils de pute, a-t-il murmuré finalement. 28 ans, Ravière, 28 ans à vivre ce mensonge. J'ai besoin de protéger mes biens avant qu'elle ne tente de prendre la moitié lors du divorce, ai-je dit directement. Et je dois le faire sans qu'elle ne se doute de rien jusqu'au moment exact. Thomas s'est penché en arrière dans sa chaise en cuir noir et a joint les doigts sur son bureau. Nous avons un avantage temporaire. Béatrice n'a pas encore déposé de demande de divorce officielle, n'est-ce pas? C'est exact. Elle dit que son avocat prépare les papiers, mais je n'ai pas encore reçu de notification formelle. Parfait. Cela nous donne une marge de manœuvre légale. Thomas a ouvert son ordinateur portable et a commencé à prendre des notes pendant qu'il parlait.
Option 1. Transférer la participation majoritaire de tes entreprises à un tiers de confiance par le biais d'un contrat de société légitime. As-tu des frères ou des proches? J'ai un frère cadet, Fernando. Il vit à Saragosse. Il est comptable et entièrement fiable. Excellent. Nous pouvons structurer le transfert de 60% de la participation sociale au nom de Fernando par le biais d'une augmentation de capital social. Techniquement légal, fiscalement propre, difficile à annuler lors d'un procès de divorce si c'est exécuté avant la demande formelle. J'ai acquiescé en suivant son raisonnement. Option 2, a poursuivi Thomas. Déplacer les actifs liquides à l'étranger. Combien as-tu sur tes comptes bancaires espagnols actuellement? Environ 820 000 € répartis dans 3 banques différentes. Thomas a sifflé. C'est vulnérable. Nous pouvons transférer 70% vers des comptes d'entreprise en Suisse ou au Luxembourg sous le concept d'investissement corporatif international. Encore une fois, légal si c'est correctement documenté comme un mouvement commercial préalable à une séparation matrimoniale. Nous avons passé les 3 heures suivantes à concevoir une stratégie complète. Thomas a rédigé des projets de contrat tandis que j'appelais Fernando, lui expliquant la situation. Mon frère a immédiatement accepté de m'aider sans poser de questions embarrassantes. Le lendemain, 17 septembre, Fernando a voyagé de Saragosse à Madrid. Nous avons signé des documents d'augmentation de capital social dans un bureau de notaire à Pozuelo. Fernando a apporté 50 000 € de ses propres fonds, plus un prêt que je lui ai fait de 150 000 €, et en échange, il a reçu 60% de Medina Construction SA. Légalement, il était maintenant l'actionnaire majoritaire. En privé, nous avions un accord signé pour annuler l'opération une fois le divorce finalisé. Béatrice ne s'est doutée de rien. Cette nuit-là, je lui ai dit que j'avais eu des réunions ennuyeuses avec des comptables sur l'optimisation fiscale. Elle y a à peine prêté attention, occupée à regarder une série turque à la télévision. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai exécuté chaque phase du plan avec une précision chirurgicale. J'ai transféré 574 000 € vers un compte d'entreprise à Zurich au nom d'une filiale fictive que nous avions créée spécifiquement pour protéger les actifs. J'ai annulé les cartes de crédit supplémentaires liées à mon compte principal que Sylvia, Lorena et Claudia utilisaient pour leurs dépenses personnelles, les remplaçant par des cartes de débit prépayées que je pouvais contrôler mois après mois. Béatrice a remarqué ce changement. « Pourquoi as-tu annulé les cartes des filles ?» a-t-elle demandé d'un ton accusateur un soir pendant le dîner. Audit fiscal, ai-je menti tranquillement. Mon comptable dit que les dépenses personnelles mélangées aux dépenses professionnelles peuvent générer des problèmes avec le fisc. Les nouvelles cartes sont plus claires comptablement. Elle a accepté l'explication. Pourquoi n'aurait-elle pas dû? Pendant 28 ans, j'avais été un mari obéissant qui ne remettait jamais en question les dépenses ni les décisions financières domestiques. Pendant ce temps, Hector continuait de travailler sur des documents supplémentaires. Je lui ai demandé d'obtenir des photographies actuelles de Ricardo Lopez en prison. Ses contacts journalistiques ont obtenu des images d'archives d'un reportage sur les conditions pénitentiaires à Soto del Real, publié en 2022. Ricardo était là, maintenant âgé de 50 ans, les cheveux complètement gris, de multiples cicatrices au visage, un uniforme orange institutionnel, menotté lors d'un transfert. J'ai également rassemblé tous les actes de naissance des 3 filles. Sur chacun d'eux, Béatrice avait déclaré que j'étais le père sans ma présence physique à l'état civil, techniquement légal, car nous étions mariés et la loi suppose la paternité automatique du mari, mais moralement c'était une fraude colossale. Le 1er octobre, j'ai demandé des copies certifiées du jugement de Ricardo Lopez, document public accessible par demande officielle au tribunal de Barcelone. 43 pages détaillant le crime. Comment Ricardo avait poursuivi Ernesto Campos jusqu'à un entrepôt abandonné, comment il l'avait poignardé à plusieurs reprises pendant que la victime suppliait pour sa vie. Comment il avait laissé le corps se vider de son sang pendant des heures sans appeler d'aide médicale. J'ai imprimé les pages les plus graphiques du rapport médico-légal, des photographies de la scène du crime, la description médicale de chaque blessure, le témoignage du témoin qui avait entendu des cris depuis le bâtiment voisin. Je voulais que mes filles sachent exactement quel type de sang coulait dans leurs veines. J'ai tout organisé dans un dossier professionnel avec des séparateurs de couleurs. Section bleue, résultat ADN de 3 laboratoires indépendants. Section rouge, dossier criminel complet de Ricardo Lopez Santos. Section jaune, vieille photographie de la romance entre Béatrice et Ricardo. Section verte,
certificat de grossesse de Béatrice d'août 96, prouvant qu'elle était déjà enceinte quand elle m'a rencontré. J'ai tout rangé dans un coffre-fort de mon bureau privé, attendant le moment parfait. Béatrice, pendant ce temps, agissait avec une confiance croissante. Elle parlait ouvertement de ses projets post-divorce, un petit appartement moderne à Valka, un voyage en Thaïlande avec des amis de la salle de sport, peut-être reprendre des études d'infirmière mises à jour. Elle pensait que je lui donnerais la moitié de tout sans résistance parce que j'avais toujours été un homme passif et complaisant. Les filles aussi se sont détendues. Sylvia m'a envoyé un message en octobre demandant une avance de 12 000 € pour acheter une nouvelle voiture. Lorena a demandé 15 000 € pour un cours spécialisé de cardiologie à Londres. Claudia voulait 8 000 € pour rénover les meubles de son appartement. À toutes, j'ai répondu que j'y réfléchirais après la finalisation des papiers du divorce. Aucune n'a trop insisté. Elles étaient convaincues que papa finirait toujours par céder. Une erreur de calcul fatale. Le 20 octobre, Béatrice a finalement reçu les projets d'accord de divorce de son avocat. Elle les a examinés, assise sur le canapé du salon, souriant satisfaite en tournant les pages. Mon avocat dit que j'ai droit à 50% de la valeur de la maison, plus une pension compensatoire de 1 500 € par mois pendant 10 ans, a-t-elle annoncé triomphante. C'est juste, considérant que j'ai dédié ma vie à m'occuper des filles pendant que tu construisais ta carrière. J'ai acquiescé sans expression. Cela semble raisonnable. Elle a semblé surprise par ma docilité. Je pensais vraiment que tu protesterais. Pourquoi, ai-je répondu en haussant les épaules. Si tu as déjà décidé, cela n'a aucun sens de se battre. Je veux juste que nous terminions cela civilement. Béatrice a souri largement. Elle a probablement pensé qu'elle avait gagné sans effort. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. J'ai programmé le dîner pour le samedi 9 novembre 2024. Béatrice pensait que ce serait une réunion de famille de routine pour signer les documents préliminaires du divorce que son avocat avait préparé. J'avais des plans complètement différents. J'ai engagé un service de traiteur discret qui est arrivé à 17 h pour préparer une table élaborée dans la salle à manger principale, saumon au four avec sauce à l'aneth, salade de roquette au fromage de chèvre, risotto aux champignons, vin blanc albarino de récolte chère. Tout était impeccable, tout était calculé. Pourquoi tant d'efforts, a demandé Béatrice, observant la table décorée d'une nappe en lin blanc et d'une vaisselle en porcelaine que nous n'utilisions que pour les grandes occasions. Si nous allons mettre fin à notre mariage, faisons-le avec dignité, ai-je répondu avec un sourire que j'avais répété devant le miroir de la salle de bain ce matin-là. Les filles méritent des adieux civilisés, sans cris, sans drame. Béatrice a semblé émue, elle m'a même brièvement serré dans ses bras. Je savais qu'à la fin, tu serais raisonnable, Ravière. Tu as toujours été un homme bon. Un homme bon. Quelle ironie brutale. Sylvia, Lorena et Claudia sont arrivées ensemble à 19 h 30, toutes les trois habillées de façon décontractée, mais soignées, jeans ajustés, chemisiers de marque, maquillage parfait. Elles sentaient les parfums chers que j'avais payés pendant des années sans en questionner le prix. Nous nous sommes assis autour de la table, Béatrice en bout de table opposé au mien, Sylvia à ma droite, Lorena à ma gauche, Claudia à côté de sa mère. Configuration parfaite pour ce qui allait arriver. Pendant les 20 premières minutes, j'ai maintenu une conversation légère. J'ai demandé à Sylvia des nouvelles de l'affaire juridique qu'elle traitait dans son cabinet. Elle a parlé avec enthousiasme d'une demande complexe de droit du travail qu'elle représentait. J'ai demandé à Lorena des nouvelles de ses rotations cliniques à l'hôpital, elle a répondu avec des anecdotes amusantes sur des patients difficiles. Claudia m'a parlé d'un projet universitaire de marketing numérique. J'ai agi comme un père intéressé. J'ai acquiescé aux moments appropriés. J'ai posé des questions de suivi. J'ai souri quand elle riait. Béatrice me regardait avec une expression presque nostalgique. J'aurais aimé que tu sois aussi présent quand elles étaient petites, a-t-elle commenté d'un ton mélancolique. Tu as raison, ai-je admis sans me battre. J'ai trop travaillé. J'ai raté beaucoup de moments importants. Les quatre ont semblé surprises par mon honnêteté. Quand nous avons fini le plat principal, Béatrice a sorti un dossier bleu de son sac Louis Vuitton, que je lui avais offert pour son 45e anniversaire. Eh bien, passons à la partie sérieuse de la soirée, a-t-elle annoncé en posant le dossier sur la table. Voici les documents que mon avocat a préparés. En gros, la maison est divisée à 50/50 après avoir payé l'hypothèque restante.
Je recevrai une pension compensatoire de 10 000 € par mois pendant 10 ans. Les biens meubles sont divisés équitablement selon l'inventaire annexé. Elle a ouvert le dossier et a poussé plusieurs papiers vers moi. Nous avons juste besoin de ta signature sur ces pages marquées. Mon avocat dit que nous pouvons tout finaliser chez le notaire la semaine prochaine si tu coopères. J'ai regardé les papiers sans les toucher. Et les filles recevront quelque chose? Béatrice a souri maternellement. Eh bien, nous supposons que tu maintiendras ton soutien envers elles comme tu l'as toujours fait. Ce n'est pas dans les documents formels car techniquement elles sont des adultes indépendantes, mais évidemment, nous nous attendons à ce que tu continues à les aider financièrement. Évidemment, ai-je répété d'un ton neutre. Sylvia est intervenue d'une voix qui se voulait douce mais qui sonnait condescendante. Papa, tu as toujours été généreux avec nous. Il n'y a aucune raison que cela change juste parce que toi et maman vous séparez. Nous sommes toujours une famille. Famille, j'ai répété le mot lentement. Bien sûr, famille. Lorena a levé son verre de vin. Je propose un toast aux fins qui sont en réalité de nouveaux commencements. À maman, qui sera enfin heureuse, à papa, qui pourra trouver ce qu'il cherche. Et à nous, qui serons toujours là. Les quatre ont levé leur verre. J'ai levé le mien avec de l'eau minérale parce que j'avais décidé de garder l'esprit parfaitement clair pour ce moment. Pour maman, a dit Claudia avec un sourire radieux, pour sa liberté et sa nouvelle vie loin d'un homme gris et ennuyeux. Sylvia a ri. Claudia, ne sois pas cruelle. Cruelle. C'est vrai. Papa est un bon pourvoyeur, mais avouons-le, c'est plus excitant de regarder la peinture sécher que de passer du temps avec lui. Les trois ont ri. Béatrice a faim de les réprimander, mais elle souriait aussi. Et c'était là. Le moment exact que j'attendais depuis 2 mois. Je me suis calmement levé de ma chaise et j'ai marché vers le vieil apparador près du mur. Du tiroir supérieur, j'ai sorti une grande enveloppe manille de couleur jaune vif. Je l'ai placée sur la table, directement devant Béatrice, avec un mouvement délibérément lent. Avant que nous ne signions un document quelconque, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne car elle était trop froide, trop contrôlée. Il y a quelque chose que vous devez toutes voir, quelque chose qui changera absolument tout ce que vous croyez savoir sur cette famille. L'ambiance a changé instantanément, les sourires se sont figés. Béatrice a regardé l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. Qu'est-ce que c'est? A demandé Sylvia avec le premier signe d'inquiétude dans sa voix. Ouvre-la toi-même, ai-je répondu en poussant l'enveloppe vers elle. Ou mieux encore, ouvrez-la tout ensemble. Partagez ce moment spécial comme la famille que vous dites être. Sylvia a hésité, mais a finalement pris l'enveloppe, l'a ouverte lentement, en a sorti le premier document, des résultats du laboratoire Jean Lab, Madrid, avec en tête officielle et sceau d'authentification. Ses yeux ont scanné la page. J'ai vu le moment exact où elle a compris ce qu'elle lisait. Son visage a pâli dramatiquement. Qu'est-ce que ça dit? A demandé Lorena en lui arrachant le papier. Elle a lu à voix haute, la voix tremblant progressivement. Analyse de compatibilité génétique entre Javier Medina Ortega et Sylvia Medina Navarro. Résultat, probabilité de paternité biologique. Conclusion, le sujet examiné ne peut pas être le père biologique de la personne évaluée. Silence absolu, le genre de silence qui pèse physiquement sur une pièce. Claudia a attrapé l'enveloppe et a vidé tout son contenu sur la table. Des dizaines de documents sont tombés en cascade, d'autres résultats ADN, des photographies, des articles de journaux avec le titre visible « Ricardo Lopez condamné à 40 ans pour meurtre brutal ». Lorena a pris l'une des vieilles photographies. Béatrice, jeune, embrassant un homme tatoué avec une expression d'amour adolescent. Elle a retourné l'image. Septembre 1997, écrit de la main de Béatrice. Qui est-ce? A chuchoté Lorena. J'ai sorti une photographie récente de Ricardo en uniforme orange de prison et je l'ai placée à côté de l'ancienne. C'est Ricardo Lopez Santos. Il a 50 ans actuellement. Père biologique des 3. Mon épouse l'a rencontré lorsqu'elle travaillait comme infirmière dans une clinique de rééducation, où il était interné pour toxicomanie. Ils ont eu une romance qui a duré environ 6 ans. Pendant ce temps, Béatrice est tombée enceinte de vous 3. Claudia a nié de la tête violemment. Non, c'est un mensonge. C'est une vengeance pour le divorce. Les résultats ADN proviennent de 3 laboratoires différents, ai-je continué, implacable. Jean Lab Madrid,
Biotest Barcelone et ADN certifié international. Tous confirment la même chose. Zéro compatibilité génétique entre moi et n'importe laquelle d'entre vous. Sylvia a saisi le document judiciaire et a commencé à lire la description du crime. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine tenir le papier. 17 coups de couteau. Acharnement extrême. La victime a supplié pour sa vie. Elle a laissé tomber le document et a couru vers la salle de bain. Nous avons entendu des hauts-le-cœur violents quelques secondes plus tard. Lorena fixait la photographie de Ricardo. Cet homme, cet assassin, est notre père? Biologiquement, oui, ai-je confirmé, il purge une peine à la prison de Soto del Real. Il ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 2043. D'ici là, il aura 67 ans. Vous aurez 49, 47 et 46 ans, respectivement. Béatrice a finalement parlé. Sa voix était à peine un murmure étranglé. Javier, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi exactement? Les jeux interrompus avec une froideur que je ne savais pas posséder. Expliquer comment tu m'as utilisé pendant 28 ans. Expliquer comment tu as élevé les filles d'un assassin condamné en me faisant croire qu'elles étaient les miennes. Expliquer comment tu étais déjà enceinte quand tu m'as rencontré en décembre 1996. J'ai jeté sur la table le certificat de grossesse d'août 96. Ce document prouve que tu savais déjà que tu étais enceinte 4 mois avant notre premier rendez-vous. Tout était calculé, tout était mensonge. Et ces 3, j'ai désigné mes filles, ont célébré il y a 2 semaines que tu serais enfin libre de moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sylvia revint de la salle de bain, le visage pâle comme un drap, des larmes coulant sur ses joues, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. Elle s'accrocha au dossier de sa chaise sans oser s'asseoir, comme si le contact avec les meubles pouvait la contaminer de la vérité nouvellement découverte. Ça ne peut pas être réel, murmura-t-elle à plusieurs reprises. Ça ne peut pas être réel. Lorena tenait toujours la photographie de Ricardo Lopez en uniforme de prisonnier. Ses doigts laissaient des marques de sueur sur le papier brillant. Maman, dit-elle d'une voix qui sonnait enfantine, désespérée, dis-moi que c'est de la manipulation. Dis-moi que papa a falsifié ses documents parce qu'il est furieux du divorce. Béatrice ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses lèvres bougeaient inutilement, cherchant des mots qui pourraient défaire ce qui venait d'être révélé. Finalement, elle réussit à articuler, « Javier, je vous aimais toutes. J'ai fait de mon mieux. Ricardo était. Il ne pouvait pas être père. Il était impliqué dans de mauvaises affaires. J'avais besoin de les protéger. Javier était stable, travailleur. Il pouvait leur offrir une bonne vie. Je voulais juste qu'elles aient des opportunités que Ricardo ne pourrait jamais leur offrir. Tu voulais juste nous protéger. Sylvia cria pratiquement. Tu as fait de nous les filles d'un assassin, un homme qui a poignardé une autre personne 17 fois, et tu nous as menti toute notre vie en nous faisant croire que notre père était cet homme décent qui a travaillé comme un esclave pour nous donner tout. Claudia a attrapé l'acte judiciaire et a lu à voix haute d'une voix hystérique. La victime Ernesto Campos Duran a été retrouvée avec 17 blessures par arme blanche, 9 dans le torse perforant poumons et foie, 5 dans le cou coupant les artères principales. 3 au visage détruisant la structure faciale. L'accusé Ricardo Lopez Santos a montré un acharnement extrême et un mépris total pour la vie humaine. Elle jeta les papiers en l'air. Ce monstre est notre père. Ses gènes sont en nous. Lorena s'effondra sur sa chaise, pleurant de façon incontrôlable. Pourquoi? Pourquoi nous as-tu fait ça, maman? Pourquoi ne nous as-tu pas dit la vérité quand nous étions plus grandes? Parce qu'alors, vous meniez déjà des vies confortables, ai-je répondu pour Béatrice. Des appartements que j'ai achetés, une éducation que j'ai payée, des vêtements, des voyages, des voitures, tout financé par l'homme qui n'était pas votre père biologique. Mais qui a été assez stupide pour croire le mensonge pendant 28 ans? Pensez-vous que votre mère allait risquer ce style de vie en vous disant la vérité? Béatrice me regarda avec une haine pure. Tu n'as jamais été là pour elle de toute façon. Toujours au travail, toujours absent. C'est moi qui les ai élevés. C'est moi qui étais à chaque événement scolaire, à chaque maladie, à chaque larme. J'étais leur vraie famille. Tu as raison, ai-je admis avec un calme qui contrastait brutalement avec son hystérie. J'ai trop travaillé, j'ai été absent. Mais sais-tu pourquoi?
Parce que je construisais un empire financier pour élever 3 filles que tu m'as fait croire être les miennes. Chaque heure supplémentaire, chaque projet additionnel. Chaque week-end sacrifié était pour leur donner un avenir. Et pendant que je me tuais au travail, tu empoisonnais leurs esprits contre moi. Chaque commentaire subtil sur un papa absent, chaque fois que tu minimisais mes efforts, tout cela était une manipulation calculée. J'ai sorti d'autres documents de l'enveloppe, des relevés bancaires montrant exactement combien j'avais dépensé pour chaque fille pendant leur vie. Sylvia, 390 000 € incluant l'appartement, l'université, la voiture, les dépenses mensuelles. Lorena, 412 000 € incluant l'appartement, la médecine privée, les voyages d'études. Claudia, 346 000 € incluant l'appartement, l'université, les cartes de crédit. Total, 1 148 000 € investis dans des filles qui biologiquement ne sont pas les miennes. J'ai jeté les relevés sur la table comme des cartes de poker révélées. Et après tout ça, quand votre mère a annoncé le divorce, vous trois avez sauté de joie. Vous avez trinqué, célébré. Vous avez dit que vous seriez enfin libre de l'homme gris et ennuyeux qui vous a financé pendant des décennies. Sylvia sanglotait, le visage entre les mains. Lorena regardait dans le vide avec une expression de choc catatonique. Claudia s'était recroquevillée en position fétale sur sa chaise, murmurant non, non, non à plusieurs reprises. Béatrice a tenté de s'approcher de moi, les mains tendues suppliantes. Ravière, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Les filles n'ont aucune faute. Elles sont innocentes dans tout ça. Je reculai, évitant son contact. Innocentes. Elles ont 26, 24 et 23 ans respectivement. Elles ont eu plus de 2 décennies pour me traiter avec un minimum de respect. Au lieu de cela, elles m'ont transformé en distributeur automatique ambulant tout en se moquant de moi derrière mon dos. J'ai écouté leur conversation. Je sais exactement ce qu'elles pensent de moi. Nous t'aimions, pleura Sylvia faiblement. Vous m'aimiez, ai-je répété avec un rire amer. Vous aimiez mon argent, ma stabilité, ma disposition infinie à résoudre n'importe quel problème avec mon chéquier. Mais moi, en tant que personne, en tant que père, en tant qu'être humain, vous ne vous en êtes jamais soucié le moins du monde. L'horloge murale indiquait 22h32. 3 heures s'étaient écoulées depuis le début de ce dîner. 3 heures qui avaient détruit 28 ans de mensonges soigneusement construits. Partez, ai-je finalement ordonné. Toutes, sortez de ma maison immédiatement. Ravière, tu ne peux pas, commença Béatrice. Dehors, ai-je crié d'une voix qui fit trembler les vitres des fenêtres. Sortez de ma maison avant que j'appelle la police et que je ne les fasse sortir de force. Les 4 se levèrent en trébuchant entre larmes et choc. Elles ramassèrent leurs sacs avec des mouvements maladroits de zombies. Sylvia tenta de prendre quelques documents sur la table, mais je les saisis en premier. Cela reste avec moi. Ce sont mes preuves. Elles marchèrent vers la porte comme des condamnés marchant vers l'exécution. Avant de sortir, Claudia se retourna une dernière fois. Papa, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Moi aussi, ai-je répondu. Je suis désolé d'avoir gâché 28 ans de ma vie dans une famille qui n'a jamais vraiment existé. La porte se referma. Je restai seul dans cette salle à manger pleine d'assiettes non terminées, de vin renversé, de documents éparpillés et d'un silence absolu, qui me permettait enfin de respirer pour la première fois depuis des décennies. Le dimanche 10 novembre, je me suis réveillé à 6 heures du matin dans cette maison vide qui ne ressemblait plus à un foyer. Béatrice n'était pas revenue après le dîner désastreux. Les appels et messages des 3 filles saturaient mon téléphone portable. 53 messages non lus, 17 appels manqués. J'ai tout effacé sans ouvrir aucun. J'ai préparé un café fort et je me suis assis dans mon bureau privé au 2e étage. Sur mon bureau, il y avait une liste que j'avais écrite la nuit précédente après leur départ. Une liste de chaque étape concrète que je prendrais pour m'assurer qu'elles apprennent une leçon qu'elles n'oublieraient jamais. Testament. J'ai appelé Thomas à 8h30, sachant qu'il travaillait le dimanche en cas d'urgence. J'ai besoin de refaire mon testament aujourd'hui même, complètement, sans exception. Nous nous sommes rencontrés à son bureau à 10h. Thomas avait déjà préparé des brouillons basés sur nos conversations antérieures. Le Nouveau Testament était brutal dans sa clarté. Moi, Javier Medina Ortega, en pleine possession de mes facultés mentales, révoque tout testament antérieur et établit ce qui suit.
J'exclus expressément en tant qu'héritière Silvia Medina Navarro. Lorena Medina Navarro et Claudia Medina Navarro pour des raisons de fraude de paternité prouvées par des tests ADN réalisés dans 3 laboratoires indépendants. Je nomme comme unique bénéficiaire la Fondation Infantile Esperanza Madrid. Une organisation dédiée à aider les enfants orphelins et abandonnés. J'ai signé chaque page avec une satisfaction froide. Thomas a notarié le document immédiatement, légalement contraignant, irréversible, sans mon consentement explicite. Point 2. Propriété. Les 3 appartements où vivaient Silvia, Lorena et Claudia étaient techniquement à leur nom, mais j'avais signé comme garant hypothécaire et caution bancaire. Sans mon soutien financier, aucune d'elles ne pouvait maintenir ses propriétés avec ses revenus actuels. J'ai appelé chaque banque ce même dimanche. J'ai demandé ma radiation immédiate en tant que garant, invoquant un changement de circonstances familiales. Les banques avaient le droit légal d'exiger un paiement total immédiat ou une renégociation avec de nouvelles garanties que les filles ne pouvaient pas fournir. 3 banques différentes, 3 demandes identiques, traitées en moins de 2 heures. Point 3. Cartes et accès financiers. Les cartes prépayées que j'avais créées le mois précédent ont été annulées par un appel rapide à la banque. Les comptes d'entreprise où elles avaient une autorisation secondaire ont été fermés et rouverts avec de nouveaux numéros. Les virements automatiques mensuels que je faisais sur leur compte personnel ont été supprimés du système. Point 4. Bien partagé. La voiture de Silvia, une BMW série 3 d'une valeur de 38 000 €, était enregistrée à mon nom car elle avait des antécédents d'amende qui compliquaient l'assurance. J'ai engagé un service de remorquage pour la récupérer de son immeuble ce même dimanche après-midi. Je l'ai vendue à un concessionnaire pour 26 000 € en espèces le mardi suivant. L'assurance maladie privée qui couvrait les 3 filles dans le cadre de ma police d'entreprise a été annulée à compter du 1er décembre. Elles devraient souscrire une assurance publique ou payer une assurance privée de leur propre chef. Point 5. Béatrice. La maison de Chamartin avait une hypothèque restante de 140 000 €. Sa valeur marchande actuelle était d'environ 800 000 €. Si nous vendions et remboursions l'hypothèque, il restait 660 000 € net. 50% pour chacun, soit 330 000 €. Mais j'avais un atout dans ma manche. J'ai engagé un expert indépendant qui a évalué la propriété, compte tenu du marché actuel déprimé et de la nécessité de rénovations structurelles importantes, à 520 000 €. Déduction faite de l'hypothèque, il restait 380 000 € net, soit 190 000 € pour chacun. J'ai présenté cette évaluation à l'avocat de Béatrice le mardi 13 novembre par l'intermédiaire de Thomas. J'ai également inclus une demande formelle de divorce de ma part, non basée sur un accord mutuel, mais sur la découverte d'une fraude matrimoniale continue pendant 28 ans avec des implications de paternité frauduleuse. Cela éliminait toute obligation de pension compensatoire. Le téléphone a commencé à sonner incessamment le mercredi 14. D'abord, Silvia. Papa, la banque dit que j'ai 30 jours pour trouver un nouveau garant ou je dois vendre l'appartement. Je ne peux pas obtenir ça en un mois. Mon salaire ne me permet pas d'avoir un prêt immobilier sans soutien supplémentaire. S'il te plaît, change d'avis. J'ai raccroché sans répondre. Lorena a appelé 20 minutes plus tard. Papa, je ne peux pas payer la faculté de médecine sans ton aide. Le prochain semestre coûte 18 000 €. Mes économies ne couvrent que 3 000. Comment suis-je censé finir mes études? J'ai raccroché. Claudia a envoyé un message texte. Papa, je sais que nous avons commis une terrible erreur en célébrant le divorce. Nous avons été insensibles et cruels. Mais tu vas détruire nos vies pour un moment de stupidité? Ça te rend meilleur que nous? J'ai bloqué son numéro. Béatrice est apparue à mon bureau le jeudi 15 novembre. Ma secrétaire Carmen a tenté de l'arrêter, mais elle a forcé l'entrée comme un ouragan désespéré. Elle est entrée dans mon bureau privé, les yeux gonflés et les vêtements froissés, suggérant qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. Ravière, tu dois arrêter ça. Les filles sont désespérées. Silvia a eu une crise de panique et a été hospitalisée hier. Lorena prend des somnifères. Claudia n'a pas mangé depuis 3 jours. Tu es en train de les détruire. Je me suis adossé à ma chaise de direction en cuir sans montrer d'émotion. Ce n'est pas moi qui les détruis. J'ai simplement cessé de financer leur vie. Si cela les détruit, c'est qu'elles n'ont jamais été assez fortes pour commencer. Ce sont tes filles, a crié Béatrice. Non, ai-je corrigé avec une froideur absolue.
Ce sont les filles de Ricardo Lopez Santos, actuellement détenues à Soto del Real pour meurtre brutal. Dis à tes filles de chercher leur vrai père. Peut-être qu'il pourra les aider depuis sa cellule. Béatrice est tombée à genoux, littéralement, les mains jointes dans un geste de supplication désespérée. Je t'en supplie, Javier, pas pour moi, pour elles. Elles n'ont aucune faute dans mes erreurs. Elles sont nées dans cette situation. Elles ne l'ont pas choisi. Elles n'ont pas non plus choisi de me traiter avec respect pendant 26, 24 et 23 ans respectivement, ai-je répondu. Chacune a eu plus de 2 décennies pour apprécier ce que je faisais pour elles. Chacune a choisi consciemment de me traiter comme un distributeur automatique. Ce furent leurs choix. Maintenant, elles vivent avec les conséquences. Et moi, a demandé Béatrice d'une voix brisée. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai ouvert un dossier sur mon bureau. Ton avocat recevra une proposition finale de divorce demain. 190 000 € plus la moitié des dettes en cours que nous avons accumulées pendant le mariage. Cela inclut 22 000 € de cartes de crédit que tu as accumulées plus ta part de l'hypothèque. Ta part nette finale. Environ 172 000 €. 0 pension compensatoire car mon avocat plaidera avec succès la fraude matrimoniale comme cause justifiée de divorce pour faute. Je ne peux pas vivre avec ça, a-t-elle murmuré. J'ai 49 ans. Je n'ai pas travaillé depuis 25 ans. Qui m'embauchera maintenant? Je me suis levé, indiquant que la réunion était terminée. Tu as travaillé comme infirmière avant. Tu peux le faire à nouveau. Les hôpitaux ont toujours besoin de personnel. Bien sûr. Tu gagneras 1 000 € par mois au lieu de vivre du million que j'ai généré pendant notre faux mariage. Mais au moins, ce sera de l'argent honnête, pas volé par la tromperie. Béatrice se leva en titubant. Ses jambes la soutenaient à peine. Un jour, tu comprendras que ce que j'ai fait était par amour. J'aimais mes filles. Je voulais les protéger. Non, les jeux corrigés en ouvrant la porte de mon bureau. Ce que tu as fait était par commodité. Tu aimais la stabilité financière que je t'offrais. Tu protégeais ton style de vie confortable. Il ne s'agissait jamais d'amour. Il s'agissait de survie égoïste à mes dépens. Carmen l'a raccompagné hors du bâtiment. Je l'ai vu depuis ma fenêtre marcher vers le parking, les épaules affaissées, complètement vaincu. Cette nuit-là, j'ai reçu un email de l'avocat de Béatrice acceptant les termes du divorce. Il n'avait pas le choix. Les tests ADN et les documents de fraude étaient irréfutables. N'importe quel juge aurait statué en ma faveur. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient obtenir avant de perdre encore plus dans un procès prolongé. Le processus de divorce s'est achevé le 28 janvier 2025. 28 ans de mariage dissous avec la signature d'un juge et un coup de marteau cérémoniel. Les appels des filles ont continué pendant des semaines, puis des mois. Finalement, ils ont cessé. J'ai bloqué chaque nouveau numéro qu'elles utilisaient. J'ai automatiquement filtré les emails vers un dossier de spam. J'ai construit un mur impénétrable entre elles et moi. En mars 2025, Hector m'a informé que Sylvia avait vendu son appartement pour 270 000 €, près de 50 000 € de moins que le prix que j'avais payé. Lorena avait abandonné la médecine et cherchait un emploi administratif de base. Claudia avait emménagé avec Béatrice dans un petit appartement à Valca qu'elle partageait pour réduire les dépenses. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, ni aucune culpabilité, juste un vide là où il y avait auparavant une fausse famille. Avril 2025 marquait exactement 6 mois depuis que j'avais vendu Medina Construction SA au groupe d'investissement catalan, qui s'était intéressé à mon entreprise depuis 2022. L'offre originale était de 4 900 000 €, j'ai accepté 4 200 000 € car j'avais besoin de liquidités immédiates et d'une clôture rapide. L'accord a été finalisé en décembre 2024, à peine un mois après le dîner révélateur. Avec cet argent sur des comptes bancaires suisses et luxembourgeois, plus les actifs que j'avais protégés par des transferts à Fernando, j'avais une liberté financière totale pour disparaître de Madrid et recommencer complètement à zéro. Valencia m'a appelé pour des raisons que je ne comprenais pas complètement au début, peut-être parce que je n'y avais jamais vécu, je n'y avais jamais rien construit dans cette ville, je n'avais pas de souvenirs contaminés par Béatrice ou les filles. C'était une toile vierge attendant une nouvelle peinture. J'ai acheté un appartement de 150 mètres carrés dans le quartier de Ruzafa pour 500 000 € en espèces. Un étage élevé avec un grand balcon donnant sur une rue étroite pleine de petits restaurants et de galeries d'art. De ma fenêtre,
je voyais la Méditerranée au loin, une ligne bleue qui promettait des horizons sans limite. Les premiers mois furent étrangement solitaires, non par manque de compagnie potentielle, mais parce que j'avais oublié comment être Ravière sans le poids du pourvoyeur familial. Qui étais-je sans la responsabilité de financer des vies étrangères? Que faisait un homme de 52 ans avec du temps et de l'argent, mais sans but défini? Je marchais beaucoup. Chaque matin à 6h30, je parcourais la promenade maritime du port à la Malvarosa. 10 km aller-retour. L'exercice brûlait la rage résiduelle qui bouillonnait encore dans mes veines quand je me souvenais de 28 ans de tromperie. C'est lors d'une de ces marches matinales de fin mars que j'ai rencontré Amparo. Elle aussi marchait seule, d'un pas constant et décidé qui suggérait une discipline quotidienne plus qu'un tourisme occasionnel. 50 mètres devant moi. Cheveux châtains attachés en queue de cheval, vêtements de sport simples, écouteurs, mais le regard attentif à l'environnement. Je l'ai vue 3 matins consécutifs avant d'oser la saluer. Le 4e matin, alors que nous nous arrêtions simultanément au même kiosque pour acheter de l'eau, elle m'a reconnu la première. « Vous marchez à la même heure que moi », a-t-elle commenté avec un sourire sincère qui illuminait un visage légèrement marqué par l'âge et l'expérience. Je pensais que c'était une coïncidence, mais 4 jours de suite suggèrent une routine partagée. Coupable, ai-je admis, me sentant étrangement nerveux. Je suis nouveau à Valencia. Je suis encore en train de découvrir la ville. D'où venez-vous? Madrid. Un changement de vie nécessaire. Quelque chose dans mon ton a dû faire comprendre que je ne voulais pas approfondir car elle a simplement hoché la tête, compréhensive. Valencia est une bonne ville pour de nouveaux commencements. Je suis arrivé il y a 7 ans de Burgos pour des raisons similaires. Elle n'a pas posé d'autres questions, n'a pas offert son histoire complète, nous avons simplement marché ensemble les 5 kilomètres suivants en parlant de sujets sur l'architecture valencienne, les meilleurs restaurants de paella, les musées qui valaient la peine d'être visités. Amparo avait 47 ans, veuve depuis 6 ans. Son mari était décédé d'une crise cardiaque foudroyante à 49 ans alors qu'il jouait au football amateur avec des amis. Sans avertissement, sans maladie préalable, il s'est simplement effondré sur le terrain et ne s'est jamais relevé. J'ai passé 2 ans sous le choc, m'a-t-elle raconté lors de notre 10e promenade ensemble. Puis 3 autres en thérapie, essayant de reconstruire une identité qui ne soit pas définie par le fait d'être la veuve de Miguel. Il y a 2 ans, j'ai enfin réussi à respirer sans me sentir coupable de continuer à vivre. Son honnêteté m'a désarmé. C'était rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui comprenait une perte fondamentale sans avoir besoin d'explications élaborées. Pendant ce temps, à Madrid, les conséquences de mes décisions continuaient de se développer selon les rapports qu'Hector m'envoyait mensuellement. J'avais payé pour une surveillance de base de la situation de Béatrice et des filles, non pas par satisfaction sadique, mais parce que j'avais besoin de m'assurer qu'elles ne tenteraient pas de me localiser physiquement à Valencia. Sylvia avait trouvé un emploi dans un cabinet d'avocats de taille moyenne avec un salaire initial de 22 000 € par an, nettement inférieur aux 48 000 € qu'elle gagnait à son poste précédent. Elle vivait dans un appartement partagé à Tétuan avec 2 collègues. Sa BMW avait été remplacée par une Cite Léon d'occasion de 2018. Lorena travaillait comme assistante administrative dans une clinique dentaire, gagnant 18 000 € par an. Ses rêves de terminer la médecine étaient morts quand elle n'avait pas pu payer les frais de scolarité de la 6e année. On m'a informé qu'elle avait tenté de demander des prêts étudiants, mais son historique de crédit, endommagé par des impayés de cartes, l'avait disqualifiée. Claudia avait complètement abandonné l'université. Elle travaillait dans un magasin de vêtements d'un centre commercial pour 1 000 € par mois. Elle vivait avec Béatrice, partageant les frais de loyer d'un appartement de 50 mètres carrés à Valca qui coûtait 700 € par mois. Béatrice avait finalement trouvé un emploi d'infirmière dans une maison de retraite. Des quarts de nuit parce qu'il payait 200 € de plus par mois que les quarts de jour. 1 000 € par mois après 25 ans sans travailler formellement. Ses mains, autrefois douces et soignées, changeaient maintenant des couches et administraient des médicaments à des patients déments qui l'insultaient ou la frappaient fréquemment. Les tentatives de contact avaient évolué de désespérées à résignées au cours de ces 6 mois. Mars apporta un email de Sylvia à la boîte de messagerie professionnelle que je conservais toujours pour les affaires légales résiduelles. « Papa, je sais que tu ne veux pas me parler, je comprends, nous le méritons complètement. Mais je suis dans une situation financière désespérée. Je dois 15 000 € de dettes accumulées sur des cartes que j'ai utilisées quand je pensais que ton soutien continuerait. Les intérêts me tuent.
Je ne te demande pas pardon car je sais que je ne le mérite pas. Je te demande seulement un prêt que je promets de rembourser en versement mensuel. S'il te plaît. Sylvia. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé l'email. Avril a apporté une lettre physique envoyée par Lorena à mon ancienne adresse de Madrid que Fernando a interceptée et m'a renvoyée. Papa, 6 mois ont passé. Pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à ce que nous t'avons fait. J'ai été cruelle, insensible et ingrate. Célébrer ta douleur était impardonnable. Maintenant, je travaille à l'accueil d'une clinique dentaire, gagnant moins en un mois que ce que tu dépensais pour moi en une semaine. J'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais. La vraie famille se construit avec la loyauté. Pas avec le sang. Tu as été plus un père pour nous pendant 26 ans que Ricardo Lopez ne pourrait jamais l'être en 1000 ans. Si jamais tu trouves dans ton cœur, ne serait-ce qu'une parcelle de compassion. Je veux juste te dire merci pour tout ce que tu as fait. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que j'ai enfin compris. Lorena. Cette lettre m'a fait pleurer. C'était la première fois en 6 mois que je pleurais sincèrement, mais je n'ai quand même pas répondu. Je l'ai rangée dans un tiroir de mon bureau à Valencia, avec d'autres documents que je voulais conserver, mais ne pas consulter fréquemment. Mais apporta un message vocal de Claudia, qui me parvint via un nouveau numéro qu'elle avait obtenu avant que je ne le bloque aussi. Papa, je sais que tu vas probablement effacer ça sans écouter, mais j'ai besoin de le dire même si c'est dans le vide. J'ai 24 ans maintenant. Je travaille en vendant des vêtements dans un centre commercial. Gagnant des misères. Je vis avec maman dans un appartement qui sent l'humidité et a des cafards. Et tu sais ce qui est le pire? C'est que je mérite chaque seconde de cela. Je mérite la pauvreté. Je mérite la lutte. Parce que j'ai passé 23 ans à te traiter comme une ordure pendant que tu te cassais le dos pour nous donner tout. Je ne te demande pas d'argent, je ne te demande pas pardon, je te demande juste de savoir que j'ai appris, que ta leçon a fonctionné. Que je ne sous-estimerai plus jamais le sacrifice de quelqu'un qui m'aime, même si ce quelqu'un n'est plus toi. Je t'aime, papa, même si je n'ai plus le droit de t'appeler ainsi. J'ai effacé le message, mais ces mots sont restés gravés dans ma mémoire quand même. À Valencia, pendant ce temps, Amparo était devenue une constante réconfortante, non pas une romance passionnée, mais la compagnie authentique de 2 personnes brisées qui apprenaient à se reconstruire en présence mutuelle. Nous dînions 2 fois par semaine, allions au cinéma le dimanche. Nous conversons sur des livres, la politique, la philosophie de vie, sans pression ni attentes romantiques immédiates. Tu regrettes ton ancienne vie, m'a-t-elle demandé un soir alors que nous partagions une bouteille de vin rouge sur mon balcon. Je regrette l'illusion d'avoir une famille, ai-je admis, mais je ne regrette pas le mensonge qu'était cette famille. Amparo a acquiescé pensivement. Parfois, les pertes nécessaires font plus mal que les tragiques, car tu aurais pu les éviter si tu avais vu les signes à temps. Elle avait raison, absolument raison. Novembre 2025, un an complet depuis ce dîner qui a fait exploser ma vie antérieure comme une détonation contrôlée. Je suis assis sur mon balcon à Valencia, observant le coucher de soleil méditerranéen teinter le ciel d'orange et de violet. Amparo est dans la cuisine, préparant un riz au four, un plat traditionnel valencien qu'elle m'a appris à apprécier ces derniers mois. Son rire me parvient tandis qu'elle fredonne une vieille chanson de Mécano qui passe sur son téléphone. J'ai 53 ans maintenant. Mon 53e anniversaire que j'ai passé entouré de gens qui apprécient sincèrement ma compagnie sans attendre de virement bancaire en retour. Amparo a organisé un petit dîner avec ses amis proches qui sont progressivement devenus mes amis aussi. Enrique, le libraire, Rosa, la professeure retraitée, Matteo, le photographe indépendant. Des gens normaux avec des vies normales qui valorisent les conversations intéressantes plus que les comptes bancaires bien garnis. Sur mon bureau d'études, j'ai un dossier que je consulte occasionnellement quand j'ai besoin de me rappeler pourquoi j'ai pris les décisions que j'ai prises. Il contient les dernières communications de Béatrice et des filles, toutes sans réponse de ma part. Septembre a apporté une lettre notariale de l'avocat de Béatrice m'informant qu'elle avait signé des documents, reconnaissant officiellement Ricardo Lopez Santos comme le père biologique des 3 filles. Une démarche légale complexe qui a nécessité des tests ADN supplémentaires, des déclarations sous serment et probablement des frais juridiques que Béatrice pouvait à peine se permettre. Mais elle l'a fait quand même. La lettre incluait une note manuscrite de Béatrice. Ravière, j'aurais dû faire cela il y a 28 ans. Cela n'efface pas ma culpabilité.
Mais au moins cela corrige le registre officiel. Les filles portent maintenant légalement le nom de famille Lopez au lieu de Medina. Tu n'es plus responsable d'elles devant aucune loi. C'est la seule chose décente que je puisse faire après tout. Béatrice. J'ai signé les documents d'acceptation sans sentiment particulier. Cela fermait simplement un dernier chapitre administratif. Octobre a apporté la dernière communication de Sylvia. Un court email. Papa, je ne te dérangerai plus après ça. Je voulais juste que tu saches que j'ai obtenu une promotion en tant qu'associé au cabinet. Je gagne 32 000 € par an maintenant. Je lutte toujours avec les dettes. Mais je survis. Lorena étudie les soins infirmiers la nuit tout en travaillant le jour. Claudia a trouvé un meilleur poste dans un bureau administratif. Nous existons toutes les trois, apprenons. Grandissons d'une manière que nous n'aurions jamais pu grandir avec ton filet de sécurité en dessous. Il était probablement nécessaire que nous tombions pour comprendre la valeur de ce que nous avions. Merci pour la leçon la plus importante de nos vies. Même si elle a coûté ta perte. Ta fille qui n'a plus le droit de s'appeler ainsi, Sylvia Lopez. Cette dernière signature m'a frappé plus fort que prévu. Sylvia Lopez, plus Medina, plus mienne en aucun sens légal, biologique ou émotionnel. J'ai été tenté de répondre. Oui, brièvement. Mais j'ai alors repensé à cette nuit d'avril 2024 où elles avaient sauté de joie en célébrant d'être enfin débarrassées de l'homme gris et ennuyeux qui les avait financées pendant des décennies. Je me suis souvenu de chaque moment d'humiliation accumulé, de chaque mépris subtil, de chaque fois où j'avais été traité comme un distributeur automatique sur pattes, et la tentation s'est éteinte, car voici la vérité fondamentale que j'ai apprise au cours de cette année de reconstruction. Le pardon n'est pas obligatoire. La réconciliation n'est pas nécessaire pour guérir. Parfois, la vraie justice exige des conséquences permanentes qui font mal mais éduquent d'une manière qu'aucune autre leçon ne peut accomplir. Sont-elles différentes maintenant? Elles ont probablement appris leur leçon. Il semble que oui. Cela signifie-t-il que je dois leur permettre de revenir dans ma vie? Absolument pas, car le mal n'était pas seulement financier, il était existentiel. Pendant 28 ans, j'ai vécu un mensonge construit par une femme qui m'a utilisé comme un outil de survie économique. J'ai élevé des filles qui partageaient les gènes d'un assassin condamné pendant que je me tuais au travail en croyant que je construisais un héritage familial. J'ai sacrifié ma jeunesse, ma santé, mes opportunités personnelles pour une famille qui n'a jamais été réelle. Ce temps ne revient pas. Ces années perdues ne se récupèrent pas avec des excuses tardives ni des leçons apprises de force. Amparo entre sur le balcon avec 2 verres de vin. Elle s'assied à côté de moi, suivant mon regard vers l'horizon marin. Elle ne demande pas à quoi je pense. Elle me connaît assez bien pour savoir quand j'ai besoin de silence, de compagnie. Après plusieurs minutes, elle parle doucement. Tu sais ce que j'admire le plus chez toi, Javier? Ce n'était pas la vengeance, c'était la décision de te reconstruire sans laisser le passé te définir. Beaucoup d'hommes dans ta situation seraient restés piégés dans une amertume perpétuelle. Tu as choisi la liberté. Elle a raison. J'ai gagné bien plus qu'une simple vengeance contre une famille frauduleuse. J'ai gagné la compréhension de ma propre valeur indépendamment du rôle que les autres attendaient que je joue. J'ai gagné la capacité de vivre authentiquement sans masque ni obligation imposée. J'ai perdu une famille. Non, je n'ai pas perdu l'illusion d'une famille. J'ai perdu un mensonge confortable qui maintenait une cage dorée autour de mon existence. Suis-je heureux maintenant? Bonheur est un mot compliqué. Je suis en paix. Je suis libre. Je vis une vie que j'ai consciemment choisie au lieu d'une vie qui m'a été imposée par la tromperie. Les matins à marcher avec Amparo, les après-midi à lire dans de petits cafés, les soirs à cuisiner ensemble en discutant de philosophie et de politique. C'est réel. C'est à moi. Cela ne vient pas avec un prix caché ni une manipulation souterraine. Le soleil finit par plonger complètement sous l'horizon marin, teignant le ciel d'un indigo profond. Les premières étoiles commencent à apparaître. Vénus brille particulièrement intense ce soir sur l'eau sombre. Tu regrettes jamais, demande Amparo finalement. De quoi spécifiquement? De les avoir complètement coupés? De ne pas avoir laissé la porte ouverte à une éventuelle réconciliation? Je considère la question honnêtement. Non. Parce que la réconciliation impliquerait que ce que nous avions avant valait la peine d'être préservé. Ce n'était pas le cas.
C'était une transaction commerciale déguisée en amour familial. Elles ont appris une leçon précieuse sur les conséquences. J'ai appris une leçon encore plus précieuse sur l'estime de soi. Les deux parties ont grandi. Seulement dans des directions opposées et permanentes. Amparo acquiesce, ne juge pas, accepte simplement. Demain, je continuerai ma vie ici à Valencia. J'envisage un petit investissement dans une start-up technologique locale, non pas pour l'argent, mais pour rester mentalement actif. De plus, Amparo et moi prévoyons un voyage en Grèce pour décembre. Deux personnes matures explorant le monde sans hâte ni attente au-delà de profiter du moment présent. Béatrice continuera de changer des couches dans une maison de retraite jusqu'à ce qu'elle puisse prendre sa retraite avec une pension minimale. Sylvia, Lorena et Claudia continueront de lutter économiquement, apprenant durement la valeur du travail et de la gratitude. Ricardo Lopez continuera de purger sa peine jusqu'en 2043, date à laquelle il sera un vieillard détruit physiquement et mentalement par des décennies de prison. Et moi, je continuerai à vivre vraiment pour la première fois depuis des décennies. La vie ne me doit rien. Les trahisons du passé ne définissent pas mon avenir. Le sang ne détermine pas la famille. La loyauté, oui. Je prends la main d'Amparo tandis que les étoiles se multiplient au-dessus de nous. Elle serre doucement en réponse. Nous n'avons pas besoin de mots pour communiquer ce que ce simple geste signifie. Deux survivants de pertes dévastatrices construisant quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui était. Et c'est suffisant, plus que suffisant. C'est tout ce dont j'ai besoin. Si vous avez aimé cette histoire, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la boîte à gauche. Merci de nous avoir regardés.